Je suis rentré à l'improviste pour leur faire la surprise pour Noël. Ma femme pleurait en silence sur le balcon, fixant les lumières du sapin. À l'intérieur, mon fils riait avec sa belle famille, comme si rien ne manquait. Personne n'a remarqué mon retour, mais j'ai tout compris. À l'aube, j'ai changé les serrures et éteint les lumières. Je suis revenu de mon voyage sans les prévenir. Je voulais leur faire la surprise pour Noël. La maison était illuminée. Je pouvais entendre des rires venant du salon. J'ai laissé ma valise près de la porte et j'ai marché lentement. Sur le balcon, ma femme pleurait en silence, regardant les lumières du sapin. À l'intérieur, mon fils riait avec sa belle famille, portant un toast comme si rien ne manquait. Personne n'a remarqué mon retour. Je suis resté là, à observer, et j'ai tout compris sans entendre un seul mot. Mais laissez-moi vous raconter depuis le début comment un homme qui a bâti un empire est rentré chez lui pour découvrir que sa famille avait été envahie et comment la vengeance, lorsqu'elle est exécutée avec une précision chirurgicale, peut être dévastatrice et silencieuse. Je m'appelle Michael Anderson. J'ai 62 ans. Je possède une chaîne d'hôtels-boutiques dans les Keys de Floride. 6 propriétés que j'ai construites à partir de rien il y a 30 ans, quand personne ne croyait au tourisme de luxe en Floride. Aujourd'hui, elles génèrent 40 millions de dollars de revenus annuels. C'est une vie que beaucoup envient, un succès dont peu comprennent le prix que j'ai payé. Ma femme, Claire, a 58 ans. Nous nous sommes mariés il y a 35 ans, quand je n'avais rien d'autre que des rêves et de la détermination. Elle a travaillé à mes côtés dans ses premiers hôtels, nettoyant les chambres quand nous n'avions pas de personnel, tenant la réception jusqu'à minuit, croyant en une vision que beaucoup qualifiaient de folle. Nous avons un fils, Steven. Il a 32 ans. Il est architecte. Ou du moins, il a le diplôme. En pratique, il n'a jamais vraiment travaillé. Toujours avec des excuses sur le marché difficile, les clients exigeants, l'économie instable. Et il y a 4 ans, il a épousé Amanda, une femme de 33 ans, séduisante, éduquée, issue d'une famille de la vieille bourgeoisie de New York. Depuis le mariage, les choses ont changé, subtilement au début, puis de plus en plus. Évidemment, Steven a commencé à s'éloigner. Il venait moins souvent, appelait moins. Amanda monopolisait toujours son temps. Sa famille exigeait de l'attention. Leur vie à New York n'avait apparemment pas de place pour des parents à Key West. Papa, tu comprends, n'est-ce pas? Amanda a besoin d'être près de sa famille et le travail est là-bas. Quel travail? Steven, tu n'as pas eu de projet depuis 6 mois. Je cherche. Je contacte des clients, je construis un réseau. Des excuses. Toujours des excuses. Pendant ce temps, je continuais à lui envoyer de l'argent chaque mois. Un soutien qui est devenu son unique gagne-pain, car Amanda avait des exigences. Cette année, j'ai décidé de faire un voyage en Europe. Seul. Claire avait des engagements avec la fondation caritative. La maison était complètement illuminée. Des lumières de Noël dans le jardin, le sapin visible à travers les fenêtres, et des bruits, des rires, de la musique, comme s'il y avait une fête. J'ai payé le chauffeur de taxi, pris ma valise, et me suis dirigé vers l'entrée, clé en main, prêt pour la surprise, pour l'étreinte de Claire, pour la chaleur du foyer. Mais j'ai alors entendu des voix, plusieurs voix, et un rire que j'ai reconnu immédiatement. Steven? Que faisait Steven ici? Il était censé être à New York avec Amanda, avec sa famille. J'ai ouvert la porte en silence, laissant ma valise dans l'entrée, et j'ai avancé lentement, suivant les bruits vers le salon. Et ce que j'ai vu m'a glacé le sang. Le salon était plein de monde, Steven, Amanda, ses parents, ma belle famille, tous en train de porter un toast, de rire, dans ma maison, dans mon salon, comme si cela leur appartenait. Et puis j'ai vu autre chose sur le balcon, visible à travers les portes vitrées. Claire, ma Claire, assise seule, un verre de vin à la main, fixant le sapin de Noël avec des larmes coulant sur son visage. Personne ne la regardait. Personne ne remarquait sa douleur. Ils étaient tous trop occupés à profiter de la fête dans la maison que j'avais construite avec l'argent que j'avais gagné, ignorant complètement la femme qui avait tout donné pour cette famille. Je suis resté dans l'ombre, observant, et j'ai entendu la conversation, des fragments qui ont tout révélé. Enfin, nous avons la maison pour nous, sans Michael ici à donner des ordres. Amanda, baisse la voix. Ta belle-mère pourrait t'entendre. Et alors, Steven? Ton père est en Europe, probablement avec une maîtresse.
Tu crois qu'il se soucie de nous? Se soucie-t-il de Claire, qui est dehors en train de pleurer? Laisse-la. Elle s'habituera à la nouvelle réalité. Quelle réalité? Que cette maison est parfaite pour nous, pour les enfants. Et avec ton père qui voyage constamment, nous pourrions, tu sais, convaincre Claire que c'est pour le mieux, qu'elle devrait déménager dans quelque chose de plus petit, de plus gérable, et que nous restions ici. Amanda, c'est la maison de mes parents. Et un jour, elle sera à toi. Pourquoi attendre des décennies? Steven, ton père a 62 ans. Avec de la chance, il vivra encore 20 ans. Veux-tu attendre d'avoir 50 ans pour enfin avoir la vie que tu mérites? Je ne sais pas. Le père d'Amanda est intervenu, un homme de 65 ans avec la voix autoritaire de quelqu'un habitué à être obéi. Steven, Amanda a raison. Regarde cette propriété. Elle vaut facilement 30 millions. Et tu paies un loyer à New York. C'est absurde. Convainc ton père de transférer la propriété sous prétexte de planification successorale, de protection fiscale, n'importe quoi, mais assure ton avenir. Et s'il refuse, alors on travaille sur ta mère. Claire est plus malléable, surtout maintenant qu'elle est seule, vulnérable. Avec son fils qui lui rend visite plus souvent, la soutient, est présent, elle peut influencer Michael, lui faire entendre raison. Je ne sais pas si ça marchera. Ça marchera, l'assura Amanda. Parce que Steven, ton père ne peut pas tout emporter avec lui quand il partira. Et plus tôt tu sécuriseras ce qui t'appartient, mieux ce sera. Cette maison, les hôtels, finalement, tout. Mais tu dois agir, pas attendre. La mère d'Amanda a ajouté quelque chose. Et Claire, la pauvre. Elle a l'air si seule, si abandonnée. Peut-être qu'elle a besoin qu'on lui rappelle que la famille est là, qu'elle peut compter sur nous. Qu'elle n'a pas besoin d'être dans une maison aussi grande, aussi vide, alors qu'elle pourrait être dans quelque chose de plus douillet, plus proche de ses petits-enfants. La fureur que j'ai ressentie à ce moment-là était différente de tout ce que j'avais jamais connu. Elle n'était pas explosive. Elle était froide, calculée, mortelle. Parce qu'ils conspiraient. Pas seulement Steven et Amanda, mais toute sa famille, prévoyant de prendre ma maison, de manipuler Claire, de voler l'avenir que j'avais bâti. Et Claire, ma Claire, était sur le balcon en train de pleurer parce qu'elle avait probablement déjà entendu ces conversations. Elle avait probablement subi des pressions, été manipulée pendant des semaines pendant mon absence, et elle n'avait personne pour la défendre, pour la protéger, car son mari était à l'autre bout du monde. Je me suis déplacé silencieusement vers le balcon, ouvrant la porte sans un bruit. Claire m'a vu. Ses yeux se sont écarquillés de choc, de nouvelles larmes coulant. « Michael » a-t-elle murmuré. « Chut, j'ai placé un doigt sur mes lèvres. Ne dis rien, viens juste avec moi. » Je lui ai tendu la main. Elle l'a prise. Sans question, sans doute. Et nous sommes partis ensemble, par le balcon, en évitant le salon, marchant à travers le jardin latéral vers ma voiture garée plus bas dans la rue, où personne ne nous verrait, où personne ne remarquerait notre départ. « Que se passe-t-il » a-t-elle demandé une fois dans la voiture, la voix brisée. J'ai tout entendu. Je sais ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont dit. Et Claire, nous n'allons pas laisser faire ça. Ils me mettent la pression depuis des semaines, me disant que la maison est trop grande, que je devrais déménager, que Steven a besoin d'espace pour sa famille, et je ne savais pas quoi faire. Je ne voulais pas te déranger pendant que tu travaillais. Tu n'es jamais une source de dérangement, et tu aurais dû me le dire immédiatement. J'avais peur que tu penses que j'exagérais, que j'étais égoïste. Jamais, Claire. Tu es ma femme, ma partenaire, et personne ne traite ma femme comme ça, pas même notre fils. Qu'est-ce qu'on va faire? Nous allons agir, mais intelligemment, froidement. Nous allons leur montrer exactement ce qui se passe quand on conspire contre les mauvaises personnes. Mais d'abord, j'ai besoin que tu me dises tout. Chaque conversation, chaque menace, tout. Nous avons roulé jusqu'à l'un de mes hôtels, où j'ai réservé la suite présidentielle. Et pendant l'heure qui a suivi, Claire m'a tout raconté. Comment Steven était arrivé il y a 3 semaines avec Amanda, les enfants et ses parents, disant qu'il voulait passer Noël à la plage en famille. Mais ensuite, les commentaires ont commencé, subtils au début. « Maman, cette maison est si grande. Tu ne te sens pas seule ?» Puis plus direct. « Tu devrais envisager de déménager dans quelque chose de plus gérable. »
Et finalement, explicite. Papa devrait transférer la maison à Steven pour protéger les actifs, pour éviter les impôts futurs. Et que leur as-tu dit? Que je devais te parler. Que je ne pouvais pas prendre une décision pareille sans te consulter. Et ça les a contrariés. Surtout Amanda. Elle a dit que c'était simple. Que je devais juste signer les papiers, que tu comprendrais. T'ont-ils physiquement menacé ou mise sous pression? Pas physiquement, mais émotionnellement, oui. Steven disant que si je l'aimais vraiment, je lui ferais confiance. Amanda insinuant que j'étais égoïste de garder une si grande propriété. Ses parents agissant comme si c'était évident, comme si j'étais une idiote de résister. Et aujourd'hui, que s'est-il passé spécifiquement aujourd'hui? Aujourd'hui, ils ont dit qu'ils avaient déjà parlé à un avocat, qu'ils avaient des papiers prêts, que je devais juste signer. Et quand j'ai dit non, quand j'ai dit que nous attendrions ton retour, Amanda a explosé. Elle a dit que tu étais contrôlant, que j'étais faible, que je gâchais une opportunité. Et puis ils ont organisé cette fête, comme une célébration prématurée, comme s'ils avaient déjà gagné. Et moi, je ne pouvais que pleurer, parce que mon fils, mon unique fils, me traitait comme un obstacle, comme si je ne comptais pas. Comme si, après tout ce que nous avons fait pour lui, je ne méritais même pas un respect élémentaire. Je l'ai tenue dans mes bras pendant qu'elle pleurait. Et à ce moment-là, j'ai pris une décision. Je ne me contenterai pas de défendre Claire. Je ne me contenterai pas de protéger notre propriété. J'allais leur donner une leçon. À Steven, à Amanda, et à sa belle famille manipulatrice. Une leçon qu'ils n'oublieraient jamais. Claire, fais-moi confiance. Dans les prochaines heures, je vais régler ça. Mais j'ai besoin que tu restes ici, à l'hôtel. Repose-toi et laisse-moi tout gérer. Qu'est-ce que tu vas faire? Justice. Froide, calculée, irréversible. Et quand j'aurai fini, Steven comprendra exactement ce que signifie trahir sa famille. Je l'ai laissé dans la suite avec pour instruction de ne contacter personne. Et puis, j'ai passé mes appels. Le premier fut pour mon avocat qui vivait à Miami, à 30 minutes de là. Michael, il est 22 heures. C'est une urgence. J'ai besoin de documents ce soir. Peux-tu le faire? Quel genre de documents? Révocation de la procuration que j'ai donnée à Steven. Un changement complet de mon testament, déshéritement, et transfert de toutes les propriétés dans une fiducie où Claire est l'unique bénéficiaire à vie. Après cela, tout va à des œuvres de charité. C'est nucléaire. C'est nécessaire. Peux-tu le faire ou non? Donne-moi 2 heures. Je les aurai prêts. Le deuxième appel fut pour un serrurier de confiance, un homme qui travaillait pour moi depuis des années. J'ai besoin que tu changes toutes les serrures de ma maison ce soir et que tu installes un nouveau système de sécurité avec des codes que seul Claire et moi connaissons. Ce soir. Michael, c'est la veille de Noël. Tarif triple et une prime de $5000, mais j'ai besoin que tu commences dans 2 heures et que tu termines avant le lever du soleil. J'y serai. Le troisième appel fut le plus satisfaisant. À la police, plus précisément à un officier que je connaissais et qui m'avait aidé avec la sécurité des hôtels pendant des années. Officier Miller, Michael Anderson. J'ai besoin d'une faveur. Dites-moi. Il y a des gens qui occupent illégalement ma maison. La famille de mon fils. Et j'ai besoin qu'ils soient expulsés ce soir, avec une autorité légale. Illégalement, Michael? Si c'est sa famille. Ils n'ont aucun droit légal d'être là, et ils ont harcelé ma femme. J'ai des preuves de tentative de fraude, de coercition, de complot en vue d'obtenir une propriété par la tromperie, et j'ai besoin qu'ils soient escortés dehors. C'est sérieux. Avez-vous des preuves? Je les aurai dans 1 heure. Mes officiers, ils sont dans ma maison sans ma permission, faisant pression sur Claire, et je ne le tolérerai pas 1 minute de plus. D'accord. Obtenez les preuves. J'enverrai une unité. Mais Michael, c'est votre fils. Vous êtes sûr? Complètement. Mon fils a choisi sa voie. Maintenant, il en affronte les conséquences. En attendant les documents, je suis retourné à la maison. Mais je ne suis pas entré. Je suis resté dehors, dans le jardin sombre, d'où je pouvais voir sans être vu. Observant à travers les fenêtres illuminées, regardant la fête continuer, les rires, les toasts, la célébration d'une victoire qu'il n'avait pas encore remportée.
Et j'ai tout enregistré avec mon téléphone. Une vidéo claire de Steven, d'Amanda, de ses parents. Dans mon salon, buvant mon vin, utilisant ma maison comme si elle était la leur. Une preuve visuelle qui compléterait le témoignage de Claire. Après 30 minutes, j'ai entendu la conversation dont j'avais besoin. Amanda parlait à sa mère, fort, sans se soucier d'être entendue. On y est presque. Claire est brisée. Il suffit de pousser un peu plus de main et elle signera. On lui dira que Michael a déjà approuvé, qu'il ne manque que sa signature. Et une fois que c'est signé, la maison est à nous, légalement. Et si Michael revient, s'il s'y oppose? Il sera trop tard. Les papiers seront déposés. Steven aura le titre de propriété. Michael pourra crier tout ce qu'il veut, mais la maison sera à nous. C'est brillant. Et après ça, on s'occupe des hôtels. Steven est le fils unique, l'héritier. Avec la bonne pression juridique, on peut forcer un transfert de contrôle, surtout si on argue que Michael vieillit, qu'il a besoin d'aide pour gérer l'entreprise. Exactement, maman. Dans 6 mois, cette famille aura ce qu'elle mérite, la richesse, la propriété, le respect. Et Michael comprendra enfin que son temps est révolu. Que la nouvelle génération prend le contrôle. Steven est intervenu, faible comme toujours. Amanda, peut-être qu'on va trop vite. Mon père est intelligent. Il va s'en rendre compte. Ton père est en Europe à courir après des contrats dont il n'a pas besoin pendant que nous construisons un vrai avenir. Steven, arrête d'être un lâche. C'est pour nos enfants, pour notre famille. Ou tu préfères continuer à mendier une allocation de ton père jusqu'à 50 ans? Non, mais... Alors fais-moi confiance. Fais confiance au plan. Demain, on met la pression sur Claire, elle signe, et on commence notre nouvelle vie dans cette maison, avec cet héritage, comme cela aurait dû être depuis le début. J'ai enregistré chaque mot. Avec l'heure, avec une clarté parfaite. Et j'ai souri, un sourire sans humour, car ils venaient de sceller leur destin, avec leur propre arrogance, leur propre cupidité, complètement exposée. À minuit, mon avocat est arrivé avec les documents, un dossier épais contenant des papiers qui allaient tout changer. Tout est là, a-t-il expliqué dans son bureau où j'étais allé le rencontrer. Révocation de la procuration, effective immédiatement. Steven n'a plus aucune autorité pour agir en votre nom. Bien. Nouveau Testament. Claire reçoit tout dans une fiducie à vie avec elle comme seule bénéficiaire et administratrice. Après son décès, tout va aux 3 œuvres de charité que vous avez spécifiées. Et Steven ne reçoit absolument rien en raison de, et je cite, complot en vue de frauder, coercition d'une bénéficiaire, tentative d'obtenir une propriété par la tromperie et trahison fondamentale de la confiance familiale. Tout est documenté, légalement justifié, impossible à contester. Parfait. Et la maison? Transférée dans une fiducie irrévocable avec Claire comme administratrice. Steven ne peut la réclamer, ni maintenant, ni jamais. Elle est complètement protégée. Excellent. J'ai besoin de copies, dis-je, et je veux que ces originaux soient déposés ce soir. Je me fiche de qui vous devez réveiller au bureau du greffier du comté. Faites-le. Michael, c'est Noël. Et ma famille est attaquée, alors faites-le. Tarif triple, prime, tout ce dont vous avez besoin. Mais ces documents sont déposés avant le lever du soleil. Compris? Compris. Donnez-moi 3 heures. À 1 heure du matin, le serrurier est arrivé avec son équipe, et ils ont commencé le travail, changeant chaque serrure, porte d'entrée, porte latérale, garage, tout, et installant le nouveau système de sécurité avec caméra, détecteur de mouvement, une alarme directement connectée au poste de police. C'est fait, a-t-il dit à 4 heures du matin. Nouvelle clé, seulement 4 jeux. Pour vous, pour Claire, et 2 de rechange dans le coffre-fort. Et le système est actif. Toute tentative d'entrée sans le code correct déclenche l'alarme et avertit automatiquement la police avec une transmission vidéo en direct. Parfait. Merci. Votre paiement sera sur votre compte demain. À 5 heures du matin, j'ai eu la confirmation de l'avocat. Tout est déposé. C'est officiel. Claire est la propriétaire en fiducie. Steven est déshérité et il n'y a aucun moyen légal d'annuler cela. Excellent. Envoyez-moi des copies certifiées conformes. 3 jeux. Je les veux dans 1 heure.
Vous les aurez. À 6 heures du matin, alors que le soleil commençait à se lever, je me tenais devant ma maison avec l'officier Miller, 2 voitures de patrouille, 4 officiers, et la documentation complète de tout, les enregistrements, les vidéos, le témoignage, les papiers légaux. Vous êtes sûr de ça? A demandé Miller une dernière fois. Complètement. Ces personnes sont entrées sur ma propriété sous de faux prétextes. Elles ont exercé une contrainte sur ma femme, et elles conspirent pour commettre une fraude. Ce ne sont pas des invités. Ce sont des intrus, et je veux qu'ils soient expulsés maintenant. D'accord. Mais Michael, votre fils va détester ça. Votre relation. Il n'y a pas de relation. Steven a fait son choix. Maintenant, il vit avec. J'ai frappé à la porte. Fortement, avec autorité. Et j'ai attendu. J'ai entendu du mouvement à l'intérieur. De la confusion. Et puis la voix de Steven. Police, ouvrez la porte. Plus de confusion. Puis la porte s'est ouverte. Steven en pyjama, débraillé, avec les yeux de quelqu'un qui n'avait pas bien dormi, voyant les voitures de patrouille, les officiers, et enfin, me voyant. Papa, qu'est-ce qui se passe? Steven Anderson, intervint l'officier Miller. Nous avons un rapport d'occupation illégale de cette propriété et de tentative de fraude. Nous avons besoin que vous et tous les autres occupants quittiez les lieux immédiatement. Occupation illégale? C'est la maison de mes parents. Nous sommes en visite. Sans la permission du propriétaire, les jeux corrigés. Je n'ai pas autorisé votre séjour. Et vous avez exercé une contrainte sur Claire, ma femme, pour qu'elle signe des documents frauduleux. J'ai des preuves, vidéos, audio, témoignages, et ces officiers sont là pour vous escorter dehors. Papa, c'est ridicule. Nous sommes une famille. La famille ne conspire pas pour voler. La famille ne met pas la pression sur une mère vulnérable. La famille ne prévoit pas de prendre une maison par la tromperie. Vous n'êtes pas une famille. Vous êtes des criminels et vous partez maintenant. Amanda est apparue dans une robe de chambre en soie, l'expression furieuse. Vous ne pouvez pas nous expulser. Steven a des droits. Steven n'a droit à rien. C'est une propriété privée qui est maintenant dans une fiducie avec Claire comme seule bénéficiaire, et aucun d'entre vous n'a la permission d'être ici. Alors, soit vous partez volontairement, soit les officiers vous escorteront dehors, menottes au poignet si nécessaire. C'est de l'abus. Je vais vous poursuivre en justice. Poursuivez tant que vous voulez. Voici les documents officiellement déposés à 4 heures du matin. Fiducie irrévocable, changement de testament, déshéritement complet. Tout est légal, tout est permanent. Et voici les enregistrements de vos conversations, planifiant la fraude, conspirant contre Claire. Toutes des preuves qui peuvent et seront utilisées contre vous légalement si vous continuez à résister. Le père d'Amanda est apparu, essayant de reprendre le contrôle. Michael, soyons raisonnables. Nous pouvons en discuter comme des adultes. Il n'y a pas de discussion. Vous avez 30 minutes pour rassembler vos affaires. Vêtements, objets personnels, rien d'autre. Et puis vous êtes parti. Et si jamais vous vous approchez de Claire à nouveau, si vous la contactez, si vous lui mettez la pression, si vous faites quoi que ce soit qui la contrarie, je porterai des accusations criminelles pour tout. Coercition, complot, tentative de fraude. Et croyez-moi, avec les preuves que j'ai, avec les avocats que j'ai, vous passerez des années dans une bataille juridique, perdant à chaque étape. Steven, a plaidé Amanda, fais quelque chose. C'est ton père. Contrôle-le. Il ne peut pas me contrôler, car je n'ai plus aucune obligation envers lui. Steven a fait son choix. Il a choisi de conspirer. Il a choisi de trahir. Il a choisi la cupidité plutôt que l'intégrité. Et maintenant, il en affronte les conséquences. 30 minutes. Commencez à faire vos bagages. Je les ai regardés rentrer à l'intérieur, stupéfaits, incrédules. Les officiers ont attendu avec moi alors que le soleil se levait complètement, illuminant un matin de Noël qui serait inoubliable pour des raisons qu'ils n'avaient jamais imaginées. 25 minutes plus tard, ils sont sortis avec des valises, avec des enfants confus, avec des expressions qui combinaient fureur et choc. Je les ai regardés partir dans leur voiture, escortés par une voiture de patrouille jusqu'aux limites de la ville pour s'assurer qu'ils étaient vraiment partis. Et quand la dernière voiture a disparu,
je me suis tourné vers l'officier Miller. Merci pour tout. Michael, j'espère que vous savez ce que vous faites. Cela va créer un ressentiment permanent. Il y avait déjà du ressentiment. Seulement maintenant, il est mutuel et honnête. Je suis entré dans ma maison. Ma maison maintenant protégée, sécurisée. J'ai parcouru chaque pièce, voyant le désordre qu'ils avaient laissé. Versailles, assiettes, preuve d'une fête qui n'aurait jamais dû avoir lieu. Et j'ai nettoyé personnellement, rétablissant l'ordre, effaçant la présence des envahisseurs. Et quand j'ai eu fini, quand la maison fut comme elle devait être, je suis retourné à l'hôtel, auprès de Claire. Elle était réveillée, attendant, son anxiété évidente. Que s'est-il passé? Ils sont partis. Tous. Et ils ne reviendront pas. La maison est protégée, légalement, financièrement. Et Claire, il y a quelque chose que tu dois savoir. Quoi? La maison est entièrement à toi, dans une fiducie que j'ai créée ce soir. Tu es la seule propriétaire, la seule administratrice. Tant que tu vivras, personne ne pourra te la prendre. Pas Steven, pas Amanda, pas sa maudite belle famille, personne. Michael. Et il y a plus. Le testament est changé. Tout, les hôtels, les propriétés, tout te revient dans une fiducie à vie. Et après toi, à des œuvres de charité. Steven n'hérite de rien. À cause du complot, de la trahison, à cause d'un comportement qui ne mérite aucune récompense. Mais c'est ton fils. C'était mon fils. Jusqu'à ce qu'il décide de me voir comme un obstacle, de te voir comme une cible, de nous voir comme un moyen d'assouvir sa cupidité. Claire, nous avons bâti ça ensemble, toi et moi, pendant 35 ans. Et je ne permettrai pas à des gens qui n'ont rien contribué, qui n'ont rien sacrifié, qui n'ont fait qu'attendre pour en bénéficier, de le prendre. Même si ces personnes partagent mon sang. Elle a pleuré. Mais cette fois, ce n'était pas des larmes de douleur. C'étaient des larmes de soulagement, de libération, de l'angoisse qu'elle avait portée, de la peur qu'elle avait ressentie. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Maintenant, nous vivons. Sans le poids d'un fils traître, sans l'inquiétude d'un complot, avec la paix qui vient de savoir que nous avons protégé ce qui est à nous. Et Claire, si jamais Steven montre un changement sincère, s'il montre un vrai remords, alors peut-être que nous envisagerons une restauration partielle. Mais d'ici là, rien. Pas d'argent, pas de contact, rien. Au cours des jours suivants, des messages sont arrivés de Steven, d'Amanda, de ses parents. Certains furieux, menaçant de poursuites judiciaires, d'autres suppliants, demandant un pardon qui ne semblait pas sincère, et certains calculateurs, essayant de négocier, cherchant un arrangement qui leur donnerait quelque chose. Je les ai tous ignorés, car il n'y avait rien à négocier. Il n'y avait pas de pardon prématuré à donner. Il n'y avait que des conséquences, naturelles, inévitables, pour les décisions qu'ils avaient prises. Une semaine après Noël, Steven s'est présenté à la réception d'un de mes hôtels, demandant à me voir. Mon assistante m'a appelé. Que dois-je faire? La sécurité doit-elle le renvoyer? Non. Laissez-le monter. Je veux entendre ce qu'il a à dire. Steven est entré dans mon bureau. Il avait l'air anéanti, décharné, avec des cernes qui suggéraient des nuits blanches. Il s'est assis sans y être invité. Papa. Je ne suis pas ton père. Je suis Michael. Ou Monsieur Anderson, si tu préfères la formalité. Parce que papa suggère une relation. Et cette relation a pris fin quand tu as conspiré contre ta mère. Je sais que j'ai fait une erreur. Une erreur? Steven, tu as planifié de voler une maison. De contraindre Claire. De manipuler des documents. Et d'amener la famille d'Amanda pour appliquer plus de pression. Ce n'est pas une erreur. C'est un complot criminel. Et la seule raison pour laquelle je ne porte pas plainte, c'est parce que Claire m'a demandé de ne pas le faire. Pas parce que tu le mérites. Je suis désolé. Sincèrement. Es-tu désolé ou es-tu désolé de t'être fait prendre? Parce que Steven, j'ai les enregistrements de toi, d'Amanda, de ses parents, planifiant tout. Et dans aucun de ces enregistrements je n'ai entendu de remords. Seulement de la cupidité, seulement le calcul de comment prendre ce que tu n'as pas gagné. C'était Amanda. Elle m'a mis la pression. Non, n'accuse pas Amanda.
Tu es un homme de 32 ans avec une éducation, avec une supposée intelligence. Tu avais le choix à chaque étape. Et tu as choisi de conspirer. Tu as choisi de trahir. Tu as choisi la cupidité. Ce sont tes décisions, pas celles d'Amanda. Les tiennes. Alors quoi? Tu me jettes pour toujours? Tu renies tes petits-enfants? Tu détruis toute la famille pour une conspiration soutenue. Et Steven, si tes enfants grandissent en te voyant comme un modèle, en voyant la cupidité récompensée, en voyant la trahison sans conséquence, quel genre d'adultes seront-ils? Je préférerais qu'ils grandissent sans ma présence qu'avec l'exemple corrompu d'un père qui n'a jamais appris les valeurs de base. S'il te plaît, donne-moi une chance. Une chance? Steven, je t'ai tout donné. Une éducation coûteuse, un soutien quand tu n'avais pas de travail, un chèque mensuel pendant des années, une maison quand tu en avais besoin. Et comment m'as-tu remercié? En conspirant. Et maintenant tu demandes d'autres chances? Juste une. Pour prouver que je peux changer. Alors, change. Sans mon aide, sans mon argent, sans aucune attente d'héritage. Construis une vie, gagne ta vie, soutiens ta famille avec tes propres efforts. Et si dans 5 ans tu démontres que tu es un homme d'intégrité, que tu valorises la famille plus que la cupidité, que tu as appris ta leçon, alors peut-être que nous envisagerons une reconnexion limitée. Mais d'ici là, il n'y a rien. Compris? 5 ans. C'est long. C'est une conséquence appropriée, Steven. Tu as conspiré pendant des mois. Tu as planifié de voler pendant des semaines et tu t'attendais à quoi? Un rapide et désolé et tout est pardonné? Non. Les actions ont un poids, et ton action était lourde. Donc la conséquence est lourde. 5 ans ou jamais. Tu choisis. Et maman? Je peux au moins lui parler? Claire en décidera. Pas moi. Mais Steven, si tu la contactes, si tu essaies de la manipuler, si tu fais quoi que ce soit qui la mette sous pression, c'est terminé. Définitivement. Plus de chance. Claire? Claire. Alors vas-y, et commence à construire la vie que tu aurais dû construire il y a 10 ans. Une vie basée sur tes efforts, pas sur mon argent. Il est parti. Et je suis resté dans mon bureau, ressentant un étrange mélange de satisfaction et de tristesse. Parce que j'avais gagné. J'avais protégé Claire. J'avais sécurisé nos biens. J'avais donné une leçon. Mais j'avais aussi perdu. Un fils que j'aimais, des petits-enfants que je connaissais à peine. L'illusion d'une famille unie que je n'aurai plus jamais. Et cette perte, bien que nécessaire, bien que justifiée, elle faisait mal. Les mois suivants furent étranges. Vivre dans la maison qui avait été envahie, marcher dans les pièces où le complot avait eu lieu, voir le balcon où Claire avait pleuré. Tout portait le poids d'un souvenir qui ne pouvait pas simplement être effacé. Claire l'a vécu différemment. Certains jours, elle était soulagée, reconnaissante pour la protection, d'avoir été défendue quand elle en avait le plus besoin. D'autres jours, elle était triste, pleurant le fils qu'elle avait perdu, les petits-enfants qu'elle ne voyait pas, la famille fracturée qui ne serait peut-être jamais réparée. Ai-je bien fait? M'a-t-elle demandé un soir, 2 mois après Noël. Nous étions assis sur ce même balcon, regardant l'océan qui nous avait toujours apporté la paix. Tu as fait la seule chose possible, Claire. Si nous avions cédé, si nous les avions laissés prendre la maison, qu'est-ce qui serait venu ensuite? Les hôtels, tout le reste, où cela se serait-il terminé? Je sais, mais Michael, c'est notre fils, notre unique fils, et maintenant nous ne l'avons plus. Il nous a abandonnés en premier, émotionnellement, il y a des années. Nous ne voulions simplement pas le voir, ou ne voulions pas l'accepter. Mais Claire, un fils qui conspire contre ses parents, qui voit sa mère comme une cible pour la manipulation, ce n'est pas un fils. C'est un étranger avec un ADN commun. Et s'il change, s'il apprend vraiment, alors dans 5 ans, nous verrons. Nous évaluerons. Mais Claire, ça ne peut pas être un pardon bon marché. Ça ne peut pas être je suis désolé et tout est oublié. Il doit regagner sa place avec des années de démonstration d'un caractère différent. Et en attendant? En attendant, nous vivons. Nous profitons de ce que nous avons construit, sans culpabilité, sans pression. Juste nous. Mais vivre sans culpabilité était plus difficile que je ne l'imaginais.
Parce que même si Steven nous avait trahis, même s'il avait conspiré, une partie de moi se souvenait encore de lui comme d'un enfant. Un garçon innocent qui courait sur la plage, qui aidait dans le premier hôtel, avant la cupidité, avant Amanda, avant que tout ne soit corrompu. Et ces souvenirs faisaient plus mal que prévu, car ils suggéraient que j'avais peut-être échoué en tant que père. Que peut-être si j'avais été différent, plus présent, moins concentré sur les affaires, Steven aurait été différent. Claire a remarqué mon conflit intérieur. Ce n'est pas de ta faute. Steven avait tout. L'amour, l'éducation, un exemple. Il a choisi d'ignorer tout cela. C'était sa décision. Pas ton échec. Peut-être, mais Claire, et si je l'avais poussé? Et si mon succès, ma richesse, avait créé des attentes qu'il ne pouvait pas satisfaire? Et si le ressentiment avait grandi parce qu'il ne pouvait jamais se mesurer à moi? Michael, beaucoup d'enfants ont des parents qui réussissent. Tous ne conspirent pas pour voler. Steven a choisi la voie facile, s'attendant à hériter au lieu de construire. Ce n'est pas de ta faute. C'est sa faiblesse. Elle avait raison. Logiquement. Mais émotionnellement, la culpabilité persistait. Comme une ombre que je ne pouvais pas complètement chasser. 3 mois après Noël, j'ai reçu un appel inattendu d'Amanda. Pas de Steven, d'Amanda directement. Monsieur Anderson, je dois vous parler. Nous n'avons rien à nous dire. S'il vous plaît, juste 5 minutes. Pas à propos d'argent, pas à propos de la maison. J'ai juste besoin de vous dire quelque chose. Quelque chose dans sa voix. Du désespoir peut-être, ou de la résignation. Cela m'a fait accepter. 5 minutes. Dans mon bureau demain à 14 heures. J'y serai. Merci. Elle est arrivée à l'heure, sans Steven. Seule. Et elle avait l'air différente, moins apprêtée, moins confiante, plus humaine, peut-être. Monsieur Anderson, merci de me recevoir. Vous avez 5 minutes. Utilisez-les bien. Steven et moi divorçons. Cela m'a surpris. Pourquoi me dites-vous cela? Parce que je veux que vous sachiez que ce n'était pas seulement mon influence. Je n'étais pas la seule responsable. Mais je veux aussi que vous sachiez que j'ai eu le temps de réfléchir à ce que nous avons fait. Et vous aviez raison. C'était un complot. C'était une trahison. Et c'était inexcusable. Alors pourquoi l'avez-vous fait? La cupidité. L'impatience. Le sentiment que nous méritions plus que ce que nous avions. Monsieur Anderson, j'ai grandi dans une famille où l'argent était toujours là, où je n'ai jamais vraiment eu à travailler. Et je pensais que c'était comme ça que ça devait être. Que la richesse était un droit, pas un privilège à gagner. Et maintenant je vis dans un petit appartement, je travaille pour la première fois de ma vie dans le commerce de détail, je gagne le salaire minimum, et j'apprends ce que j'aurais dû apprendre il y a des années. Que l'argent se gagne, que le respect se gagne, que rien n'est un droit automatique. Pourquoi me racontez-vous cela? Parce que je veux que vous sachiez qu'au moins une personne de ce complot comprend l'ampleur de l'erreur. Etage M. Anderson, je ne demande pas le pardon. Je ne demande pas de réintégration. Je veux juste que vous sachiez que j'ai appris. Douloureusement. Mais j'ai appris. Et Steven? Steven a du mal. Il essaie de trouver du travail, d'élever les enfants, d'être le père célibataire qu'il n'a jamais appris à être. Et je ne sais pas s'il apprendra, mais moi, j'ai appris. Et je voulais que vous le sachiez. J'apprécie l'honnêteté. Même si elle est tardive. Je sais. Etage M. Anderson, une dernière chose. Les enfants, vos petits-enfants. Ils n'y sont pour rien, et ils méritent de vous connaître. De connaître Claire. Pas maintenant, peut-être, mais éventuellement, quand les choses se calmeront. S'il vous plaît, considérez-le. Je le considérerai. Mais Amanda, les enfants apprennent de leurs parents. Et si vous ne montrez pas de caractère, si vous ne démontrez pas de valeur, alors les voir ne fait que m'exposer à plus de douleur, plus de déception. Je comprends. Mais monsieur Anderson, je travaille là-dessus, à être une personne différente, meilleure. Et je sais que cela prendra des années, mais au moins maintenant, je suis sur la bonne voie. Elle est partie, et je suis resté à traiter la conversation. Était-ce sincère, ou était-ce une manipulation plus sophistiquée? Je ne pouvais pas en être sûr,
mais quelque chose dans son ton, dans son apparence, suggérait une authenticité que je n'avais pas vue auparavant. Ce soir-là, j'ai partagé la conversation avec Claire. La crois-tu? Je veux la croire. Mais Claire, j'ai déjà été trompé par des gens qui semblaient sincères. Peut-être qu'elle est sincère. Peut-être que tout perdre, le travail dans le commerce, le divorce, peut-être que c'était son point le plus bas, sa prise de conscience. Peut-être. Ou peut-être que c'est une stratégie à long terme. Gagner la confiance lentement pour essayer à nouveau. Michael, tu ne peux pas vivre dans une méfiance perpétuelle. À un moment donné, tu dois décider. Donnes-tu une chance ou fermes-tu la porte définitivement? Je ne sais pas encore. Mais ce ne sera pas bientôt, et ce ne sera pas facile. 6 mois après Noël, un schéma a émergé. Steven travaillait dans un petit cabinet d'architecture, pas comme associé, comme employé subalterne, gagnant une fraction de ce qu'il espérait, mais travaillant de manière constante. Je le savais parce qu'un de mes amis, le propriétaire du cabinet, m'a contacté. Michael, ton fils travaille pour moi. Le savais-tu? Non. Comment est-il arrivé là? Il a postulé comme n'importe quel autre candidat. Sans mentionner son lien avec toi. Et honnêtement, il est bon. Talentueux, travailleur, différent de ce à quoi je m'attendais d'après sa réputation. Quelle réputation? Qu'il était gâté. Qu'il ne travaillait pas. Qu'il vivait de ton argent. Mais Michael, ce n'est pas l'homme que je vois. Je vois quelqu'un qui a faim, déterminé, qui essaie de prouver quelque chose. Prouver quoi? Peut-être qu'il peut être plus que le fils d'un homme qui a réussi. Qu'il peut construire quelque chose par lui-même. Cette information m'a fait réfléchir. Steven changeait-il vraiment? Ou était-ce une comédie pour un public qui finirait par me faire un rapport? Je ne pouvais pas en être sûr, mais au moins, il travaillait. C'était quelque chose. 1 an après Noël, Claire a reçu une lettre de Steven. Ne demandant pas d'argent, ne demandant pas le pardon, partageant simplement sa vie. Maman, je sais que papa a dit 5 ans. Je sais que je ne suis pas censé te contacter, mais j'avais besoin que tu saches. Les enfants demandent après toi, après grand-père, et je ne sais pas quoi leur dire, car je ne veux pas mentir, mais je ne veux pas non plus expliquer que leur père était un idiot qui a trahi sa famille. Alors, je dis simplement que vous êtes occupés, que vous vivez loin, que vous les aimez mais ne pouvez pas venir pour le moment. Et ils l'acceptent, car ce sont des enfants innocents. Mais maman, un jour, ils en demanderont plus. Ils voudront savoir la vérité, et je devrai expliquer comment j'ai tout gâché. Comment j'ai perdu ma famille à cause de la cupidité. Et ce sera la conversation la plus difficile de ma vie. Je ne te demande pas de pardonner. Je ne te demande pas d'oublier. Je te demande juste de savoir que je pense à toi, que tu me manques, et que j'essaie d'être l'homme que j'aurais dû être depuis le début. Ton fils, Steven. Claire a pleuré en lisant la lettre. Et elle me l'a montrée. Qu'en penses-tu? Je pense que ça semble sincère. Mais les mots sont faciles. Les actions, soutenues sur des années, voilà ce qui compte. Et les enfants, Michael? Ils sont innocents. Ils ne méritent pas de perdre leurs grands-parents à cause des erreurs de leur père. Je sais. Mais Claire, si nous voyons les enfants, si nous nous impliquons, alors Steven est dans nos vies. Et je dois être sûr, absolument sûr, que ce n'est pas une manipulation. Que ce n'est pas une stratégie pour renouer et ensuite réessayer. Comment peux-tu jamais être sûr? Avec le temps, avec l'observation, avec une démonstration constante sur des années. Mais en attendant, les enfants grandissent sans nous connaître. C'est le prix de la protection, Claire. Je sais que ça fait mal, mais je préfère cette douleur à la douleur d'être trahi à nouveau. Elle a compris, même si ça ne lui plaisait pas. Et elle n'a pas répondu à la lettre, car même si la mère en elle voulait renouer, l'épouse qui avait été protégée comprenait le besoin de prudence. 18 mois après Noël, mon ami, le propriétaire du cabinet, m'a recontacté. Michael, tu dois savoir quelque chose à propos de Steven. Que s'est-il passé? Rien de mal. Tout le contraire. Il vient de conclure un gros projet, un client important, avec un design brillant. Et le client a été tellement impressionné qu'il veut lui confier un projet supplémentaire, directement à lui. C'est bien. Non, c'est excellent. Mais Michael,
Steven a refusé le projet personnel. Il a dit qu'il préférait que ce soit un projet du cabinet, qu'il n'était pas prêt à travailler de manière indépendante, qu'il avait besoin de plus d'expérience, de plus de mentorat. Ce niveau d'humilité, dans un monde de l'architecture plein d'ego, c'est rare. Et ça te surprend? Complètement. Parce qu'il aurait pu prendre le projet, gagner une grosse commission, commencer sur la voie de l'indépendance. Mais il a choisi l'humilité. Il a choisi l'apprentissage plutôt que l'argent facile. Michael, ça dit quelque chose sur son caractère. Cette information m'a fait reconsidérer. Steven était-il vraiment différent? Apprenait-il vraiment les leçons qu'il devait apprendre? Les preuves suggéraient que oui, mais une partie de moi doutait encore. S'attendait toujours à ce que ce soit une comédie élaborée. Claire a remarqué mon conflit. Tu penses à lui? À lui donner une chance avant la fin des 5 ans. J'y pense. Mais Claire, je ne peux pas décider sur la base de rapports de tiers. J'ai besoin de voir par moi-même. J'ai besoin de l'évaluer directement. Alors, que proposes-tu? Un test. Sans qu'il sache que c'en est un. Créer une situation où il pourra démontrer s'il a vraiment changé, ou s'il est toujours celui qu'il était. Quel genre de situation? Je suis encore en train de le planifier. Mais ce sera quelque chose qui révélera sa vraie nature, comme je l'ai fait avant. Mais cette fois, en espérant un résultat différent. 2 mois plus tard, 2 ans après Noël, j'ai créé l'opportunité par le biais d'un tiers, un ami d'un ami. Il a contacté Steven, lui offrant un projet, la conception d'un hôtel-boutique à Naples, avec un budget généreux et une commission qui changerait la vie d'un jeune architecte. Mais il y avait un piège, caché dans les détails. Le client, le supposé client, c'était moi, via une société écran. Et le contrat comprenait une clause, petite, presque invisible. Il disait, le paiement final est sujet à la satisfaction du propriétaire non divulgué, qui a le droit de modifier les termes à sa discrétion. Une clause contre laquelle tout avocat compétent mettrait en garde, car elle donnait au client un contrôle total. Elle permettait l'abus. Elle leur permettait de ne pas payer si le client décidait simplement qu'il n'était pas satisfait. C'était une clause prédatrice, conçue pour voir si Steven l'accepterait, désespéré d'obtenir le travail, ou s'il la remettrait en question, protégeant ses intérêts comme un professionnel devrait le faire. La réponse est venue une semaine plus tard, par l'intermédiaire. Steven a examiné le contrat et il a des questions. Spécifiquement sur la clause de satisfaction. Il dit qu'elle est trop vague, qu'il a besoin de critères objectifs, qu'il ne signera pas sans une modification, même si cela signifie perdre le projet. J'ai souri, car c'était la bonne réponse. La réponse qu'un professionnel intègre donnerait. Pas de désespoir, pas d'acceptation aveugle, mais une négociation intelligente, protégeant ses droits. Dis-lui que le client accepte la modification. La clause problématique sera retirée et le projet se déroulera selon des termes équitables. Tu es sûr? Je pensais que c'était un test. Ça l'était. Et il l'a réussi. Steven a prouvé qu'il n'est pas désespéré, qu'il n'acceptera pas n'importe quoi, qu'il a des normes professionnelles. C'est ce que j'avais besoin de voir. Le projet a continué, et pendant les 3 mois suivants, j'ai observé, à travers des rapports. Steven a travaillé méticuleusement, concevant un hôtel qui était honnêtement magnifique, avec une attention aux détails, avec de la créativité, avec un professionnalisme que je n'avais jamais vu en lui auparavant. Et quand le projet a été terminé, quand le design a été présenté, il était exceptionnel. Vraiment exceptionnel. Tellement que j'ai décidé que je construirais cet hôtel pour de vrai. Pas comme un test, mais parce que c'était une bonne affaire. Mais d'abord, je devais faire quelque chose. Quelque chose que j'avais évité pendant 2 ans. Je devais parler à Steven directement, face à face. Sans intermédiaire, sans tampon, juste père et fils, ou ce qui restait de cette relation. J'ai organisé une réunion dans mon bureau principal, dans le plus ancien hôtel, le premier que j'ai construit avec Claire il y a 30 ans. Un endroit chargé de sens, d'histoire, de souvenirs de l'époque où tout commençait et où les valeurs comptaient plus que le profit. J'ai demandé à l'intermédiaire de contacter Steven. Le propriétaire du projet veut se rencontrer pour discuter de la mise en œuvre du design. Demain, 14 h. Steven a accepté, ne sachant pas que le propriétaire était moi, ne soupçonnant pas que tout le test avait été orchestré par son père. Et c'était important, car son comportement pendant ces mois,
il avait été authentique, sans public, sans savoir qu'il était évalué. Le matin de la réunion, je me suis réveillé tôt, avec une nervosité que je n'avais pas ressentie depuis des années. Parce que c'était un moment décisif. 2 ans de séparation, 2 ans de silence, 2 ans à me demander si le fils que j'avais élevé existait encore sous les couches de cupidité et de manipulation. Claire a senti mon anxiété. Tu es sûr de ça? Non. Mais je dois le faire. J'ai besoin de savoir si Steven a vraiment changé, ou si ces 2 années n'étaient qu'une comédie plus élaborée. Et s'il a changé, si c'est sincère, alors nous envisagerons la réconciliation. Lente, prudente, mais possible. Et sinon, alors je ferme cette porte définitivement. Plus de doute, plus d'espoir, juste l'acceptation que le fils que je connaissais n'existe plus. Je me suis préparé méticuleusement, passant en revue tout ce que j'avais documenté, les rapports de travail, la conduite professionnelle, les décisions éthiques, tout ce que j'avais. Tout suggérait un changement sincère. Mais j'avais encore besoin d'une confirmation personnelle. J'avais besoin de le regarder dans les yeux, d'entendre sa voix, de sentir si la transformation était réelle. À 14 heures précises, Steven est arrivé. Mon assistante l'a accueilli sans révéler l'identité du client, et elle l'a guidé vers la salle de conférence où j'attendais, assis, avec le portfolio de design devant moi, avec une expression neutre qui ne révélait pas les émotions tumultueuses en dessous. La porte s'est ouverte et Steven est entré, avec son propre portfolio, avec une expression professionnelle, avec la confiance de quelqu'un qui a fait du bon travail et le sait. Mais alors il m'a vu. Et tout s'est figé. La couleur a quitté son visage. Son portfolio a failli tomber de ses mains. Et pendant un long moment, un très long moment, nous nous sommes simplement regardés. Père et fils, séparés par 2 ans, par la trahison, par des conséquences qui avaient tout remodelé. Papa, a-t-il finalement murmuré. Stephen. Assieds-toi. Il s'est assis machinalement, sans me quitter des yeux, comme s'il craignait que je sois une illusion. Ou pire, comme s'il avait peur de ce qui allait suivre. Je suppose que tu te demandes ce qui se passe. Tu es le client. Tu as tout organisé, n'est-ce pas? Le projet de Naples, l'offre? C'était tout un test. Pour voir qui tu es maintenant. Après 2 ans. J'ai vu quelque chose traverser son visage. Pas de la colère, pas de l'indignation, mais de la compréhension. De l'acceptation, presque. Et, ai-je réussi? Jusqu'à présent. Tu as rejeté la clause prédatrice. Tu as travaillé de manière professionnelle. Tu as créé un design exceptionnel. Et selon les rapports, tu l'as fait avec intégrité. Pas de raccourci, pas d'attente de traitement de faveur. C'est quelque chose. Mais ce n'est pas assez, n'est-ce pas? Je ne sais pas encore. C'est pour ça que tu es ici. Pour que nous puissions parler. Vraiment parler, pour la première fois en 2 ans. D'accord. Que veux-tu savoir? Je veux savoir si tu comprends. Vraiment, si tu comprends l'ampleur de ce que tu as fait. Pas seulement conspirer, mais trahir la confiance, mettre la pression sur ta mère, planifier de voler ce que tu n'as pas gagné. Le comprends-tu? Chaque jour, papa. Pas un jour ne passe sans que je le regrette. Sans que je me souvienne des larmes de maman sur ce balcon. Sans que je me souvienne de mon arrogance, de ma cupidité, de mon manque total de caractère. Les mots sont faciles, Steven. J'ai déjà entendu des excuses de gens qui ne ressentaient rien. Je sais. C'est pourquoi je n'ai pas appelé. Je n'ai pas supplié pour le pardon. J'ai juste vécu. J'ai travaillé. J'ai essayé d'être différent. Parce que je savais que les mots ne suffiraient pas. Que seules des actions soutenues compteraient. Et Amanda? Le divorce était nécessaire. Parce que papa, Amanda n'a jamais changé. Elle est restée ce qu'elle était. Cupide, manipulatrice, blâmant tout le monde sauf elle-même. Et j'ai finalement compris que si je restais avec elle, si j'élevais nos enfants dans cet environnement, ils deviendraient simplement des versions de nous. Et je ne pouvais pas laisser ça arriver. Et maintenant? Comment est ta vie? Honnête. Humble. Je travaille 6 jours par semaine. Je gagne assez pour subvenir aux besoins des enfants, pour payer un loyer modeste, pour vivre selon mes moyens. Pas de luxe, pas de prétention. Juste une existence basée sur ce que je produis,
pas sur ce que j'attends d'hériter. Et les enfants? Comment vont-ils? Pour la première fois, j'ai vu des larmes se former dans les yeux de Steven. Confus. Il pose des questions sur les grands-parents qu'il ne voit pas, sur la grande maison qu'il visitait. Et papa, je ne sais pas quoi leur dire, parce que la vérité est laide. Que leur père était un idiot qui a détruit sa famille. Mais un mensonge est pire. Alors j'essaie d'expliquer d'une manière que des enfants de 5 ans peuvent comprendre. Que parfois, les adultes font d'énormes erreurs, et que les conséquences durent longtemps. Et que disent-ils? Ils disent qu'ils veulent te rencontrer grand-mère Claire. Qu'ils voient des photos et qu'ils veulent serrer dans leurs bras les gens sur les photos. Et chaque fois qu'ils disent ça, mon cœur se brise un peu plus, parce que je sais que je les prive de ça avec mes décisions stupides. Le silence est tombé entre nous, lourd, chargé de 2 ans de séparation, de douleur, de croissance peut-être. Et j'ai regardé mon fils, je l'ai vraiment regardé, voyant non pas le conspirateur d'il y a 2 ans, mais un homme différent. Plus mince, plus fatigué, mais aussi plus réel, plus authentique, sans le vernis d'arrogance qu'il portait autrefois. Steven, pourquoi as-tu refusé le projet indépendant? Le client qui voulait t'engager directement. Mon ami m'a dit que tu avais refusé. Pourquoi? Parce que je n'étais pas prêt. Parce que papa, toute ma vie, j'ai pris des raccourcis. Je m'attendais à ce que les choses m'arrivent à cause de mon nom de famille, à cause de mes relations, à cause de ton argent. Et j'ai toujours échoué, parce que je n'ai jamais construit de véritable fondation. Je n'ai jamais appris l'humilité de commencer par le bas. Alors, quand ce client m'a offert le projet, j'ai vu la tentation, la chance de gagner gros, vite. Mais j'ai aussi vu le piège de retomber dans mes anciens schémas. Alors j'ai refusé. Parce que j'avais besoin de plus de temps, de plus d'expérience, de plus de preuves pour moi-même que j'avais vraiment changé. C'était une sage décision. C'était la bonne décision. Et papa, je sais que cela semble probablement calculé, comme si je faisais ce qu'il fallait juste pour t'impressionner. Mais honnêtement, je ne savais pas que tu regardais. Je pensais que tu m'avais complètement radié. Que ces 2 années s'étaient déroulées dans le vide, sans public, juste moi essayant d'être meilleur. Et c'est pourquoi c'est significatif. Parce que Steven, si tu avais su que je regardais, ton comportement aurait été une comédie. Mais sans cette connaissance, c'était authentique. Et ça compte pour quelque chose. Est-ce que ça compte assez pour le pardon? Pour une chance de renouer? Je ne sais pas encore. Mais ça compte pour ça. Pour que je l'envisage. Pour que j'en parle à Claire. Pour que nous évaluions si une restauration partielle est possible. Pas une restauration complète. Pas comme si rien ne s'était passé. Mais une connexion limitée, avec les petits-enfants, surtout. Parce que tu as raison, ils sont innocents. Ils ne méritent pas de perdre leurs grands-parents à cause de tes erreurs. Ce serait plus que ce dont je rêvais. Plus que ce que je mérite. Il ne s'agit pas de mériter. Il s'agit d'opportunité. De donner une chance à un changement authentique. Mais Steven, cela vient avec des conditions. Strictes. Non négociables. Quoi que ce soit, j'accepte. N'importe quelle condition. Premièrement, tu ne mentionnes jamais l'argent. L'héritage, la propriété, rien de financier. Avec nous, avec Claire surtout. Ces sujets sont clos, définitivement. Compris? Compris. Deuxièmement, la reconnexion est progressive. On commence par des appels vidéo, puis de courtes visites supervisées. Et seulement si ça se passe bien, pendant des mois, voire des années, on envisagera plus. Parfait. Tout ce dont vous avez besoin. Troisièmement, s'il y a le moindre signe, que les anciens schémas reviennent, la cupidité, la manipulation, tout comportement qui nous rappelle le complot, c'est terminé. Immédiatement. Plus de chance. C'est juste. Quatrièmement, le testament reste tel quel. Le déshéritement complet. Il ne change pas. Pas maintenant. Pas dans un avenir proche. Peut-être dans des années, si tu démontres une constance absolue, nous envisagerons une modification mineure. Mais ne t'attends pas. Ne compte pas dessus. Construis ta vie en supposant que tu n'hériteras de rien. Je le fais déjà. Et papa, honnêtement,
je ne veux plus de l'héritage. Je ne veux pas de l'argent. Je veux juste une relation avec toi, avec maman. Ça vaut plus que n'importe quelle propriété. Nous verrons si c'est vrai. Avec le temps. Avec des actions soutenues. Je le prouverai. Aussi longtemps qu'il le faudra. Après presque 2 heures de conversation, de questions difficiles, de réponses qui semblaient sincères, j'ai pris une décision. D'accord. Je parlerai à Claire. Je lui parlerai de cette conversation, des changements que je vois. Et si elle est d'accord, si elle se sent à l'aise, nous organiserons un appel vidéo. Avec elle, avec toi, et avec les enfants. Et nous verrons comment ça se passe. Steven a pleuré, ouvertement, sans honte. Merci, papa. Merci pour cette chance. Je ne la gâcherai pas. Je le promets. Les promesses sont des mots. Montre-le-moi avec des actions. Pendant des années. Et peut-être, juste peut-être, nous reconstruirons quelque chose de réel. Ce soir-là, j'ai parlé avec Claire. Je lui ai tout dit. Et j'ai vu des larmes dans ses yeux aussi. Penses-tu que c'est réel? Le changement? Je veux le croire. Et les preuves le suggèrent. Mais Claire, nous ne pouvons pas en être sûrs. Pas encore. Nous avons besoin de temps. D'une observation continue. Et en attendant? En attendant, nous faisons un petit pas. Un appel vidéo avec les petits-enfants. Nous voyons ce que ça donne. Et ensuite, nous décidons de la prochaine étape. Quand? Que dirais-tu de dimanche? Dans 3 jours. Ça te donne le temps de te préparer émotionnellement. Dimanche est arrivé. Nous avons configuré l'appel vidéo depuis le salon de notre maison. Et quand la connexion a été établie, j'ai vu Steven dans un appartement modeste avec 2 enfants, Mason et Sarah, que nous n'avions pas vus en personne depuis qu'ils avaient 3 ans. Les enfants, dit doucement Steven. Vous vous souvenez de grand-père Michael, de grand-mère Claire? Mason a hoché la tête timidement. Sur les photos. Mais on n'a jamais parlé. Eh bien, aujourd'hui, nous allons parler. Et j'ai besoin que vous soyez respectueux et gentils. Pouvez-vous faire ça? Oui, papa, ont-ils dit ensemble. Et pendant l'heure qui a suivi, nous avons parlé avec des petits-enfants que nous connaissions à peine. D'école, de jeux, de dessins qu'ils avaient faits. Et c'était beau. Douloureusement beau. Parce qu'ils étaient innocents, purs, non contaminés par les erreurs de leur père. Claire a pleuré en silence. De bonheur, de tristesse pour le temps perdu, d'espoir pour l'avenir. Et j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis 2 ans. Quelque chose comme une famille. Fracturée, balafrée, mais peut-être réparable. Après l'appel, quand les enfants sont allés jouer, Steven est resté à l'écran. Merci pour ça. Je sais que c'était difficile. Ça l'était, a admis Claire. Mais Steven, c'était aussi magnifique. Tes enfants sont merveilleux. Ils le sont. Et ils méritent des grands-parents. Ils méritent une famille élargie. Et je vais m'assurer, par chaque action, par chaque décision, qu'ils l'auront. Au cours des mois suivants, les appels vidéo sont devenus hebdomadaires. Et lentement, très lentement, nous avons commencé à guérir. Pas complètement, car certaines blessures sont trop profondes. Mais assez. Assez pour avoir des conversations, pour partager de petits moments, pour construire une nouvelle relation, différente de l'ancienne, mais réelle. 6 mois après ce premier appel vidéo, 3 ans après ce Noël, nous avons invité Steven et les enfants à venir pour un week-end. Avec des règles claires. Ils logeraient dans un hôtel, pas à la maison. Ils viendraient en visite pendant la journée, mais retourneraient à l'hôtel la nuit. Maintenir les limites. Et quand ils sont arrivés, quand j'ai vu Steven sortir de la voiture avec les enfants lui tenant la main, avec une expression de gratitude sincère, j'ai ressenti quelque chose. Une petite fierté. Parce que cet homme qui était tombé si bas essayait sincèrement d'être meilleur. Le week-end a été prudent. Avec des moments gênants, mais aussi avec de beaux moments. Mason et Sarah jouant sur la plage. Claire leur apprenant à construire des châteaux de sable. Steven regardant avec une gratitude qu'il ne pouvait cacher. La dernière nuit, après avoir ramené les enfants à l'hôtel, Steven est revenu seul, demandant à parler. Je voulais juste dire merci.
Pour ce week-end. Pour cette chance. Ne me remercie pas encore. C'est un début, pas une fin. Je sais. Mais papa, je dois dire quelque chose. Quand je conspirais, quand je projetais de prendre la maison, je pensais assurer un avenir à mes enfants. Mais j'avais tort. Parce que ce que je leur aurais appris avec cet exemple, c'est que la cupidité fonctionne, que la trahison est acceptable. Et ils auraient grandi avec ces valeurs, devenant probablement des personnes horribles. Mais maintenant, je leur apprends quelque chose de différent. Que les erreurs ont des conséquences. Que le pardon se gagne. Que la famille se construit sur le respect, pas sur des attentes financières. Et papa, c'est un meilleur héritage. Plus précieux que n'importe quel héritage monétaire. C'est vrai. Et Steven, cela montre une vraie croissance. Au cours de l'année suivante, les visites ont continué, tous les 2 mois. Et à chaque fois, je voyais plus de preuves d'un changement durable. Steven grandissant professionnellement, gagnant le respect dans son industrie. Non pas à cause de son nom de famille, mais à cause de son travail authentique. 3 ans et demi après Noël, Steven est venu avec une nouvelle importante. Papa, on m'a offert un partenariat dans le cabinet où je travaille. J'ai besoin d'un investissement initial, 300 000 $. Et papa, je ne te demande pas d'argent. Seulement des conseils. Penses-tu que je devrais le faire? Prendre un prêt bancaire ou attendre d'avoir économisé assez? C'était un moment décisif. Parce qu'il demandait des conseils. Pas de l'argent, pas un sauvetage, juste des conseils. Combien as-tu économisé? 150 000. La moitié de ce dont j'ai besoin. Et la banque te prêterait le reste? Probablement. Avec des intérêts élevés. Mais oui. Et si je te le prêtais? Avec un contrat formel, des intérêts raisonnables, un plan de remboursement structuré. Pas comme un cadeau, mais comme un vrai prêt. L'accepterais-tu sous ces conditions? Tu ferais ça? Si c'est un vrai prêt, avec une réelle attente de remboursement, avec des conséquences si tu échoues, alors oui. Parce que Stephen, c'est une opportunité légitime de construire quelque chose par toi-même, et soutenir cela n'est pas un sauvetage. C'est un investissement dans ton avenir authentique. J'accepte. Avec toutes les conditions. Et papa, je te rembourserai chaque dollar. Avec les intérêts. Alors faisons-le. Mais Steven, si tu échoues, si tu ne paies pas, il n'y a plus de chance. Compris? Complètement. Le prêt a été officialisé. Avec des avocats, avec des documents officiels. Et pendant les 2 années suivantes, Steven a payé à temps, chaque mois, sans faute. Démontrant une responsabilité qu'il n'avait jamais montrée. Et le partenariat a prospéré. Steven a grandi en tant que professionnel, en tant qu'associé, en tant que leader dans un cabinet qui gagnait une reconnaissance nationale. Et chaque réussite était la sienne. Gagnée par l'effort. Pas héritée. 5 ans après ce Noël, Claire et moi avons célébré notre 40e anniversaire de mariage. Nous avons organisé une fête, petite, intime, avec des amis proches. Et pour la première fois en 5 ans, nous avons invité Steven et les petits-enfants. Non pas comme un geste de pardon complet, mais comme une reconnaissance de progrès soutenu. Pendant la fête, Steven a fait un discours. Non planifié, se levant simplement spontanément. Je veux dire quelque chose sur mes parents. Il y a 5 ans, j'étais une personne horrible. J'ai conspiré contre eux. J'ai prévu de les voler. J'étais un lâche qui a laissé sa femme et sa belle famille le manipuler. Et mes parents, au lieu de simplement me déshériter et de m'oublier, ont fait quelque chose de plus difficile. Ils m'ont donné des conséquences. Des conséquences réelles, douloureuses. Et puis, après des années où j'ai prouvé que j'avais changé, ils m'ont donné une chance. Pas une chance facile, pas une aumône, mais une chance équitable. Et cette combinaison de justice sévère suivie d'une opportunité méritée, ça m'a sauvé. Ça a fait de moi l'homme que j'aurais dû être depuis le début. Alors, maman, papa, merci de ne pas avoir complètement renoncé à moi, mais aussi de ne pas m'avoir sauvé facilement. D'avoir trouvé cet équilibre parfait entre la justice et la miséricorde. Je vous aime. Des applaudissements ont suivi, et Claire a pleuré, et j'ai ressenti quelque chose de complet. Un cycle bouclé. Pas parfaitement,
mais suffisamment guérie pour avancer. Cette nuit-là, sur le balcon où 5 ans auparavant Claire avait pleuré seule, nous nous sommes assis ensemble, regardant les étoiles. Est-ce que ça en valait la peine? Toute la douleur, la séparation, la dureté? Oui. Parce que Claire, nous avons récupéré quelque chose. Pas ce que nous avions, mais quelque chose de mieux. Quelque chose basé sur le respect mérité, pas sur l'obligation. Et Steven est un homme différent, un homme meilleur. Et ses enfants verront le bon exemple. Des conséquences, de la rédemption, des vraies valeurs. Et le testament? Le changeras-tu davantage? Peut-être. Si Steven continue comme ça, après cette année au total, j'envisagerai une augmentation à 15%. Mais Claire, ce ne sera jamais tout. Parce que ce choix doit rester. Qu'un héritage n'est pas un droit. C'est un privilège qui se mérite. Les années ont passé. Steven a continué à grandir, et notre relation avec lui, bien qu'elle ne soit jamais revenue à ce qu'elle était, est devenue quelque chose de précieux, d'authentique, basé sur le respect mutuel. Et quand finalement, à 70 ans, j'ai mis à jour mon testament final, Steven a reçu 20%. Non pas pour être mon fils, mais pour avoir démontré sur une décennie une transformation authentique. Le reste allait toujours à des œuvres de charité, à des fondations, à des causes qui changeraient des vies. Et Steven, quand je l'en ai informé, n'a pas protesté. Il a juste dit « Merci de reconnaître l'effort ». Et « Papa, si je n'héritais de rien, ça irait quand même, car ce que j'ai récupéré vaut plus. Ma relation avec vous, mon respect de moi-même, l'exemple pour mes enfants. Ça n'a pas de prix. Si vous écoutez cette histoire, je veux que vous compreniez quelque chose de fondamental. Une famille basée sur des attentes financières n'est pas une vraie famille. C'est une transaction. Et les transactions ne survivent pas à une crise. Je suis revenu de mon voyage pour surprendre Claire pour Noël. Mais la surprise, c'est moi qui l'ai eue. J'ai découvert un complot. J'ai trouvé ma femme en larmes pendant que mon fils célébrait avec des envahisseurs prévoyant de voler notre maison. J'avais le choix. Agir faiblement, permettre l'invasion pour garder une paix superficielle, ou agir avec force. Pour défendre Claire, pour protéger ce que nous avons construit, pour enseigner des leçons qui font mal mais qui transforment. J'ai choisi la force. Et bien que cela ait coûté des années de séparation, bien que cela ait signifié perdre mon fils temporairement, cela a aussi signifié le sauver définitivement. Parce que le Steven qui a conspiré il y a toutes ces années aurait continué dans une spirale descendante, détruisant sa famille, enseignant à ses enfants des valeurs corrompues, vivant une vie de dépendance et de ressentiment. Mais le Steven d'aujourd'hui, transformé par des conséquences difficiles, est un homme qui se respecte, qui travaille, qui gagne, qui enseigne à ses enfants l'intégrité. Et ce Steven vaut plus qu'un fils soumis qui n'a jamais appris les leçons nécessaires. De Key West, à 68 ans, et avec une famille reconstruite sur une base de respect mérité, je vous souhaite la sagesse de reconnaître quand l'amour exige la dureté, quand la protection exige la séparation, quand sauver quelqu'un signifie le laisser tomber assez bas pour toucher le fond et décider de remonter. Et je vous souhaite du courage. Le courage d'appliquer des conséquences qui font mal, de résister à la manipulation émotionnelle, de prioriser les valeurs sur le confort. Steven a conspiré contre nous et il en a payé le prix pendant des années. Mais il a aussi gagné quelque chose d'inestimable. La chance de devenir un vrai homme, avec un vrai caractère. Et maintenant, des années plus tard, nous avons une relation, pas parfaite, mais authentique. Basée sur le respect mutuel, pas sur des attentes d'héritage. Et cette relation vaut plus que n'importe quelle propriété. Merci d'avoir écouté mon histoire. Et si elle vous a aidé, si elle vous a donné le courage de défendre vos propres limites, partagez-la. Car quelque part, un autre père découvre un complot. Une autre mère pleure sur un balcon. Et ils ont tous les deux besoin de savoir qu'il y a un chemin à travers. Douloureux, long, mais possible. La maison que j'ai défendue ce Noël est maintenant un refuge sûr pour Claire, pour moi, et occasionnellement pour un fils et des petits-enfants qui ont appris à la visiter avec respect, pas avec un sentiment de dû. Avec gratitude, pas avec des attentes. Et cette différence entre le dû et le privilège, entre l'attente et la gratitude, c'est tout. C'est la leçon qui a sauvé une famille, qui a transformé un fils, qui a assuré que la prochaine génération grandira avec les bonnes valeurs. Si mon histoire enseigne quelque chose, que ce soit ceci, le véritable amour exige parfois la dureté.
La vraie protection exige parfois la distance. Et une famille authentique se construit sur le respect mérité, pas sur une obligation héritée.